Est-ce que si quelqu'un est sur le stream peut me dire si ça fonctionne bien ou non? Alors on est parti. Donc on en avait déjà fait deux à mon souvenir. Et du coup j'avais vu comment pouvoir me téléporter par rapport à l'autre fois. Et donc on devrait pouvoir faire la suite. Ok. Alors nous on était sur Discovery. C'est vrai que c'est un jeu qui est très demandeur, donc c'est peut-être pour ça qu'il bug un peu, mais comme nous on fait la partie Discovery qui est un peu moins demandeuse, ça devrait peut-être le faire. Alors, on est parti. Donc nous on venait d'en finir un, on va aller voir les visites. Je regarde le Nil, source de vie, c'est parti. Hop. Maintenant que j'ai trouvé qu'on pouvait faire avec le X, ça va être plus sympa. Allez, on est parti. Découvrez le rôle majeur du Nil dans le développement de la civilisation de l'Égypte ancienne. Durée estimée 9 minutes. Cette visite nécessite un bateau, trouvez-en un près du rivage ou empruntez-en un à un habitant. Et ben on est parti. Ah, c'est sympa, ça change de l'autre. Les anciens Égyptiens appelaient les régions fertiles d'Arabie Terre, alors que le désert était surnommé Terre rouge. L'important différentiel de productivité des sols entre ces deux types de terres a fortement influencé l'idéologie culturelle, la mythologie et la religion. Si j'étais dans le Grand Tourisme, j'aurais pas beaucoup de points pour le suivi de la trajectoire. Une large part de la civilisation égyptienne était définie par le Nil. Par exemple, le cycle des saisons du Nil était si constant que les Égyptiens en ont dérivé leur calendrier. La saison des crues ou maquettes était celle durant laquelle le fleuve déposait ses limons. Elle était suivie des saisons de culture et de récolte, pérette et chémou. La régularité de ces saisons, ainsi que l'abondance de gibier et la richesse des sols, assuraient la subsistance des Égyptiens et la puissance commerciale du pays. Le Nil, qui s'écoule du sud vers le nord, baignait de saisons limoneuses la haute et la basse Égypte. Toutes les grandes villes d'Égypte ont été bâties le long de cette étroite bande de vie. Protégées par des montagnes et des déserts formant des barrières naturelles et alimentées par les plantes et la vie sauvage du Nil, la civilisation égyptienne connut une prospérité économique et culturelle pendant plus de 4 millénaires. Comme dans beaucoup de régions, les grands fleuves, bien souvent il y a beaucoup de villes autour.
Oh, j'ai tapé un nageur ou quoi? Je sais pas ce que c'était. Dans leurs langues respectives, les Égyptiens comme les Grecs de l'Antiquité appelaient le Nil fleuve. S'écoulant sur plus de 6700 km, le Nil est l'un des plus longs fleuves au monde. Il court du sud au nord et traverse le territoire de 11 pays actuels. Il prend sa source dans la région des Grands Lacs équatoriaux avec notamment l'un des plus vastes, le lac Victoria, situé à la jonction de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie. Ouais, donc il n'est pas que en Égypte. Des forêts équatoriales, des marais, des régions volcaniques, des steppes et des déserts se scindent quelque temps et entraînent avec lui des sédiments de toutes ces régions qu'il dépose en Égypte. Son cours principal, appelé Nil blanc, est rejoint par le Nil bleu à Khartoum. C'est là qu'il incorpore de riches limons et nutriments qu'il emporte avec lui. Ouais, qui récupère un peu de tout. Je reviens, je peux juste me chercher un plaid. Ah, c'est cool. Ouais, ouais, que ces jeux-là, c'est pas ma tasse de thé pour le côté assassin, mais ils sont quand même vachement beaux. Le Nil, du sud au nord, franchit 6 cataractes, qui sont autant d'obstacles naturels entre les diverses portions de son cours. Ces cataractes sont des zones assez longues, d'environ une centaine de kilomètres, nommées tourbillons ou tumultueux, qui fusent entre des amas rocheux et des falaises.
C'est au-delà de la Nubie et de la première cataracte que le fleuve rejoint officiellement l'Égypte à Aswan. Il lui reste 1 millier de kilomètres à parcourir avant de rejoindre le Caire et le Delta. Tout au long de son périple, il apportera la vie sur ses berges avant de se jeter dans la Méditerranée. Mais je n'imaginais pas qu'il traversait autant de reliefs différents, en fait. Dans l'Égypte ancienne, l'irrigation et l'emploi de l'eau reposaient largement sur le Nil. Mais il existait aussi des ruisseaux, des rivières et de grands lacs. Le delta, situé à l'extrémité nord du Nil, en Basse-Égypte, est une grande région humide où le cours du fleuve se scinde en multiples bois d'eau. Ouais, au niveau du delta, donc c'est l'embouchure. Il y a tout le temps de l'eau partout. En fait, ça fait un peu des marécages. C'est avancé quand même. Peut-être un peu moins profond. Le delta comportait plusieurs grandes étendues d'eau saumâtre, séparées de la mer par de minces flancs de terre. Mélange de fonds en profondeur variée, de marais saumâtres et de plaines sableuses, ces lacs abritaient de nombreuses espèces animales et des variétés de plantes terrestres et aquatiques. On y trouvait aussi des détrousseurs et des bandits cachés dans les roseaux, attendant les voyageurs imprudents.
On va les faire dans l'ordre, comme ça, ça sera fait. Hop. C'est d'en faire un maximum. Découvrir l'histoire de l'Égypte. Je pense qu'on va faire 4 ou 5 visites comme ça. Et après, je pensais faire une map de Fresh Start. Bienvenue dans les Hop, grandes il faut régions qu'on de l'Égypte. reprenne un bateau. C'est parti. À l'abordage. On va se croire dans Skulls and Bones. On va faire de la concurrence à notre pick-up. Ouais, alors peut-être pas. Je suis moins doué quand même. Pika va se marrer. À l'époque antique, la plupart des Égyptiens vivaient près des berges du Nil et le pays était séparé en deux régions. La Basse-Égypte recouvrait le delta du Nil près de la Méditerranée, tandis que la Haute-Égypte, en amont, s'étendait au sud vers le reste de l'Afrique. En raison de la proximité de la Méditerranée, les températures étaient moins marquées en Basse-Égypte qu'en Haute-Égypte. A priori, il valait mieux être en Basse-Égypte qu'en Haute-Égypte, si je comprends bien. Il faisait pas chaud en Haute-Égypte. Jusqu'en l'an 3100 avant notre ère, époque de l'unification de l'Égypte, chaque région avait son pharaon et sa couronne. La couronne de Basse-Égypte était rouge et avait pour symbole le papyrus et l'abeille. La couronne de Haute-Égypte était blanche et portait pour symbole le lotus et le jonc. Allez, on continue. 2 Égyptes, 2 couronnes, ce qui paraît plutôt logique. Jusqu'à ce qu'ils aient unifié tout le monde. Les deux régions comptaient des villes en concurrence, en particulier Memphis en Basse-Égypte et Thèbes en Haute-Égypte. Il existait des cultes variés dans les deux régions, chacune vénérant ses propres dieux majeurs. De nombreux temples furent conçus pour représenter les deux régions, et les cérémonies intégraient souvent la Haute et la Basse-Égypte dans leurs rites. Ok. Du coup, on continue les déserts égyptiens. C'est parti. Bienvenue dans les déserts égyptiens. De part et d'autre du Nil s'étendent le désert aride de l'ouest et le désert montagneux de l'est. Ces étendues recouvrent 94% du territoire de l'Égypte. Chacun de ces vastes déserts présente son propre microclimat et se décompose en déserts plus petits à la flore et à la faune spécifique. On a découvert des fossiles de baleines au fin fond du Sahara. Ce lieu, surnommé le cimetière des baleines, démontre que la région a jadis été une mer.
Le désert blanc du nord-est du Sahara doit son nom à son sol calcaire, dont la teinte contraste avec le jaune du sable. Le vent a érodé les roches du désert blanc. Il en a fait des champignons de pierre, dont le plus célèbre est surnommé le doigt de Dieu. C'est trop beau, regardez. C'est magnifique. En fait, si je fais ça, mon genou il suit 3 km derrière, quoi. La Grande Mer de Sable est un désert que recouvre l'ouest de l'Égypte et l'est de la Libye. Il abrite une formation géologique unique appelée verre de silice de Libye. Ce minéral d'un jaune vert pâle se présente sous des tailles très variées, du petit caillou au rocher. C'est un truc de fer. Bon, je pense qu'il vaut mieux y aller accompagné dans cette zone-là, hein, parce que quand tu connais pas, à mon avis, tu meurs, quoi. Un peu. Bienvenue dans la dépression de Qattara. La dépression de Qattara se trouve dans le nord-ouest de l'Égypte. D'une superficie de 18 000 km², ce bassin recouvert de sel se trouve à 133 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est le deuxième lieu le plus bas d'Afrique après la dépression de la Faim. C'est toujours étonnant, on voit toujours des trucs un peu spécifiques. La région est très aride et la température moyenne s'élève à 36 degrés Celsius. La célèbre oasis de Siwa se trouve dans sa portion sud-ouest, une zone protégée. De nos jours, la dépression de Qattara fait l'objet d'explorations pétrolières. Ça veut bien avoir des figurines, malheureusement. Et là, il y en a pas. Et c'est vrai qu'on en avait déjà fait quelques-uns. Les deux dans une pyramide. Ça, je vais le garder pour après. On va continuer dans le 6 mois. C'est un oasis. On va voir. Bienvenue dans Siwa. L'oasis de Siwa se trouve dans le désert occidental de l'Égypte. L'oasis se trouve dans une dépression à une vingtaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Le climat chaud et les sources qui y coulent favorisent la pousse des dattiers. La région a connu des influences culturelles égyptiennes et africaines, mais son isolement a favorisé la naissance d'une société et d'une langue spécifique. Les mêmes divinités y étaient vénérées, pourtant l'architecture des temples de Siwa différait de celle des temples égyptiens classiques. Les Égyptiens de l'Ancien Empire appelaient l'oasis le chaudron, en raison de sa géographie. Les oasis étaient vitales pour les tribus nomades et les caravanes. Sans elles, il aurait été impossible de survivre dans un environnement aussi difficile. Les oasis sont donc devenus des centres d'échange ainsi que des centres de pouvoir politique.
Les oasis ne reçoivent presque pas de précipitations. Ce sont des rivières souterraines qui alimentent en eau ces bassins naturels. De nombreuses oasis étant orientées nord-sud, parallèlement au Nil, certains géologues pensent qu'elles ont été autrefois des bras du fleuve. Divers éléments tentent à montrer que les Égyptiens ont cherché jadis à créer des oasis. Les oasis les plus connues sont celles de Libye, car elles sont géographiquement et culturellement liées à la vallée et au delta du Nil. La géographie de ces oasis occidentales est pourtant différente de celle des autres régions d'Égypte. Les plus célèbres et les plus importantes de ces oasis sont Al-Karga, Al-Dakla, Farafa, Baharia et Siwa. Je ne vais pas tout obtenir. La source du soleil est l'une des nombreuses sources thermales de Siwa. Elle aurait été nommée ainsi après que Cléopâtre s'y soit baignée. L'existence de cette source a été mentionnée dès le 5e siècle avant notre ère par Hérodote, à une époque où l'oasis était appelée Ammonium par les Grecs de Cyrène. J'allais dire Hérodote, on en a entendu parler dans le truc. Grèce, il me semble. Les oracles prédisaient l'avenir sous une forme plus ou moins sibylline et offraient des conseils différents. L'oracle de Siwa était considéré comme l'un des 3 grands oracles du monde antique, avec ceux de Delphes et de Dodone. En raison de la présence de colonies grecques en Cyrénaïque, le temple associait Zeus à Ammon. Il est donc logique qu'Alexandre le Grand ait affronté les périls du voyage vers Siwa pour consulter l'oracle, marchant ainsi dans les pas de héros mythiques tels qu'Hercule ou Persée. Cette visite lui valut l'approbation de l'oracle qui valida sa prétention au titre de pharaon d'Égypte. Il fut considéré comme le fils d'Amon, ce qui fit de lui l'envahisseur le plus légitime que le pays n'ait jamais connu. Les riches et les puissants envoyaient des présents ou parcouraient de longues distances afin d'obtenir la bénédiction de l'oracle de Siwa. Chaque prédiction qui se réalisait renforçait le prestige de l'oracle. L'athlète Eurytas, célèbre habitant de Cyrène, a consulté l'oracle afin de savoir s'il remporterait la course lors des 93e Jeux olympiques en 408 avant notre ère. Il la gagna et accrut par la même occasion la renommée de l'oracle de Siwa. Le temple de l'oracle d'Amon a été bâti au VIe siècle avant notre ère par le pharaon Amasis. Dans le jeu, son entrée est gardée par des sphinx à tête de bélier, l'animal représentant Amon.
Ils ont été inspirés par des statues similaires exposées au British Museum. Il aurait été tout aussi envisageable d'employer un modèle de Zeus Ammon d'influence grecque, un sphinx à tête humaine doté de corps. Cette représentation de Zeus Ammon était très représentative. Ça, je connais pas du tout. Là. Bienvenue On va prendre un bateau. C'est cool. L'oasis du Fayoum est un vaste bassin du désert occidental formé par les crues du Nil. Il ne s'agit pas d'une authentique oasis, mais elle a donné son nom à la région qui comprend le lac Mohéris. L'oasis abrite certains des trésors archéologiques les plus anciens de la région. Ces derniers prouvent qu'elle a été habitée par des chasseurs-cueilleurs dès le néolithique. L'oasis du Fayoum se jette dans le lac Mohéris, un grand lac d'eau douce qui est ensuite devenu une étendue d'eau salée. Pendant la XIIe dynastie, les Égyptiens érigèrent un barrage et creusèrent un canal afin d'utiliser le lac comme réservoir. L'irrigation permit de cultiver figues, raisins et olives tout au long de l'année. Les embarcations les plus courantes des eaux intérieures d'Égypte étaient les barques de roseaux, les felouks, les trirèmes et les kirkourous. Ces bateaux étaient utilisés pour la pêche, le commerce, la guerre et le transport, y compris celui des gigantesques blocs de pierre destinés aux grands monuments d'Égypte. Les pyramides les plus impressionnantes datent de l'Ancien Empire et se trouvent à Gizeh, Saqqara et Dachau. Mais une autre pyramide très célèbre est située ailleurs. Pendant le Moyen Empire, certains pharaons choisirent le Fayoum comme dernière demeure. Ce fut notamment le cas d'Amenemhat III. Sa pyramide a profondément marqué l'imagination des chroniqueurs antiques. Ils qualifièrent le site de labyrinthe, essentiellement à cause du vaste temple funéraire situé au pied de la pyramide. Hérodote affirmait y avoir visité 12 cours et plus de 3000 salles. Mais on connaît son goût pour l'hyperbole. On aurait pu le faire à la plage en vrai.
La pyramide d'Amenémat, composée d'une partie centrale en briques recouverte de blocs de pierre, avait été conçue pour être impénétrable. La chambre funéraire, constituée d'un seul bloc de grès, fut la seule de ce type. Richard Lepsius et Flinders Petrie explorèrent le site de la pyramide qui mesure 385 mètres sur 158 et l'identifièrent comme l'emplacement du labyrinthe. Leurs recherches furent difficiles car l'essentiel du site avait été inondé par le canal voisin. En outre, bien des pierres du complexe et du parement de la pyramide avaient été prélevées au fil des ans. Ubisoft a décidé de redonner vie à ce monument et aux nombreuses cryptes réputées consacrées à Sobek, le dieu sacré des crocodiles. N'empêche, c'est un sacré boulot de recherche, de modélisation et tout qui a été fait pour le jeu parce que c'est un truc de fou quand même. J'admire toujours le boulot qui est fait sur les Assassin's Creed. Ils sont toujours beaux, bien construits avec l'histoire et tout. Si moi, bon, j'aime pas le côté violent, mais c'est vrai que ça allie quand même le côté historique avec le côté aventure et c'est sympa. Fondé à l'époque de la 5e dynastie, ce lieu devint très populaire durant la 12e, sous le nom de Chedet. À l'époque ptolémaïque, les Grecs rebaptisèrent la ville Crocodilopolis, en l'honneur de Sobek, le dieu crocodile. Durant l'époque gréco-romaine, des soldats des Ptolémées ayant achevé leur devoir militaire y reçurent des terres. Ces hommes, surnommés clérouques, améliorèrent rapidement le réseau d'irrigation. La meilleure répartition de l'eau permit de tripler les récoltes et transfigura la région. À son apogée, elle comptait quelques 27 000 habitants. La ville occupait un emplacement stratégique car elle contrôlait les nombreuses voies d'eau reliées au canal principal et au Nil. Ça restait un endroit important. Pour les Égyptiens, il valait mieux savoir nager et savoir manier le bateau, quoi. Coucou Pocahontas, comment ça va? Le principal culte local était celui consacré à Sobek de Chedet, une divinité associée à l'eau et à la fertilité, deux éléments majeurs pour une région dépendant de l'irrigation. De nombreux villages accolaient Our de Sobek à leur appellation officielle. Lors des fêtes, les Égyptiens de l'Antiquité scandaient des hymnes à Sobek afin d'obtenir sa bénédiction divine. Les colons grecs puis romains contribuèrent à la prospérité du temple de Sobek en adoptant les rites funéraires locaux pour les embaumer. Leurs sarcophages étaient magnifiquement décorés et ornés de portraits particulièrement réalistes. J'espère pour toi que ça va vite passer. À l'instar du culte dédié au taureau Apis, un crocodile vivant était vénéré dans l'enceinte du grand temple de Crocodilopolis. Strabon nous apprend qu'il était appelé Sobek par les Égyptiens
et Soukous par les Grecs. Les prêtres le nourrissaient de viande, de vin et de lait parfumé au miel. Son corps était couvert d'or et de pierres précieuses. À sa mort, il était embaumé et déposé dans la grotte des crocodiles, aux côtés de milliers d'autres crocodiles magnifiques. Mais oui, je te comprends. Moi, ça va, j'ai juste à nouveau un peu d'inflammation au niveau de mon genou, donc c'est un peu galère. Mais sinon, ça va. Je vais juste noter les différents thèmes pour voir où j'en suis au fur et à mesure. Donc le jeu là, Pocahontas, c'est le jeu Assassin's Creed, mais on ne fait que la partie Discovery Tour, qui nous raconte l'histoire de l'Égypte. Et donc là, pour l'instant, dans les premiers, on a vu qu'il y avait la Basse et la Haute-Égypte. Donc la Basse-Égypte, c'est celle qui est près de la Méditerranée, parce qu'en fait, le Nil va du sud vers le nord, donc du coup, c'est pour ça que c'est inversé. Ah oui, bah mince. Bah, j'espère pour toi que ça va passer. Ensuite, on a vu qu'il y avait différents types de déserts égyptiens. Donc, il y a un désert de calcaire, un désert de sable et un autre de roche. La dépression de Katara, c'est un endroit qui est plus bas que le niveau de la mer et du coup qui a un climat vraiment particulier. Et Siwa, c'est une oasis naturelle d'Égypte. Et donc, c'était en gros une région à elle-même et du coup, les habitants, ils avaient chacun leur langue, enfin, ils avaient leur langue et tout ça, qui n'était pas forcément la même que le reste de l'Égypte, parce que c'était un endroit un peu isolé d'Égypte, et où il y avait peu de passages. Donc voilà. Et puis là, on vient de faire le Fayoum, donc c'était un autre oasis, mais alors, c'est pas un réel oasis, parce que les oasis sont alimentés par des ruisseaux souterrains, alors que là, c'était par les crues du Nil, donc quand le Nil dépasse le niveau habituel et qui va remplir du coup cette partie-là. Donc du coup, c'était pas tout à fait pareil. Donc là, on va voir la ville de Memphis. Donc c'est plein de petits gestes, thèmes comme ça, pardon, pas de gestes, de thèmes comme ça, et du coup, ça nous apprend des choses sur l'Égypte. Oui, je vous en avais parlé, mais je pense celui de la Grèce antique. Allez, c'est parti. Go, go, go. Donc là, c'est la ville de Memphis. Donc une grande ville de l'Égypte, la basse Égypte. Ouais, les paysages sont vraiment très très beaux. Bah, le jeu est vraiment magnifique. Après, ce que je disais, moi, j'aime pas le côté assassin, mais faut reconnaître que le jeu est trop beau. De l'Égypte ancienne, les villes ont présenté un point commun. Elles étaient situées sur les berges du Nil. Ces villes étaient souvent consacrées à l'administration ou à la religion. Les plus grandes abritaient plusieurs temples voués à de nombreuses divinités. Les Égyptiens appelaient les circonscriptions dépendant de ces villes des sépat, avant qu'il soit substitué le terme perse de nom. La Haute-Égypte comptait 20 sépat et la Basse-Égypte 22.
L'emplacement de la capitale de l'Égypte a changé à de nombreuses reprises au fil du temps. L'une des plus grandes de ces villes était Memphis, en Basse-Égypte. Elle était un important centre religieux dédié à de nombreuses divinités, dont le dieu local Ptah, dieu de création. Thèbes, en Haute-Égypte, était en concurrence avec Memphis sur les plans politiques et religieux. Deux temples majeurs y furent bâtis, Luxor et Karnak. Saïs fut une capitale mineure de la dynastie Saïte. Elle fut la dernière capitale désignée par les dirigeants du pays. C'est pendant la troisième dynastie sous le règne de Djéser que Memphis est devenue la première capitale religieuse et administrative de l'Égypte. Même lors des déplacements de la capitale politique, les pharaons continuèrent à être couronnés dans cette ville sacrée, afin de légitimer leur accession au trône. Alexandre le Grand lui-même ne dérogea pas à la règle. S'il ne subsiste aujourd'hui que quelques ruines au sud du Caire, on peut deviner la structure de la ville, qui mesurait 5 km sur 2. C'était pas petit. Memphis était aussi surnommée la ville aux 100 portes, ou les murs blancs. Ces appellations faisaient référence à son mur d'enceinte. Sous la protection de Ptah, dieu des artisans, la ville était un riche centre religieux et économique. Retrouver l'Égypte. L'oasis du Fayoum. Donc on retourne à l'oasis du Fayoum. Ce qui explique tout tous comme ça. Ce qui serait bien, c'est de trouver pourquoi. Bienvenue dans la redécouverte de l'Égypte. Au XIXe siècle, l'intensification du tourisme et des fouilles, ainsi que l'exportation d'objets antiques, menacèrent le patrimoine archéologique égyptien. Les Égyptiens contribuèrent eux-mêmes à cette destruction par le pillage des sites, à la recherche d'objets à vendre et en réutilisant les pierres des monuments antiques et les briques crues, appelées sébaques. La création du service de conservation des antiquités par le vice-roi d'Égypte en 1858 fut une étape cruciale de la préservation du patrimoine égyptien. Aidé par une équipe d'érudits étrangers, Auguste Mariette dirigea ce service d'une main de fer. Il travailla sur l'ensemble des sites majeurs d'Égypte et intervint même en Nubie. Conscient de la nécessité de conserver les objets exhumés en Égypte, Mariette demanda la création d'un musée dès 1858. Ce lieu est l'ancêtre du musée du Caire, connu du monde entier. Gaston Maspero, le successeur de Mariette, développa et restructura le service de conservation des antiquités et fut à l'origine d'une législation régissant l'exportation des objets. Ce service demeura dans les mains d'intellectuels français jusqu'à sa transmission aux Égyptiens vers 1950. Dès le milieu du XIXe siècle, l'égyptologie devint une discipline reconnue, intéressant des organismes privés comme des sociétés savantes.
Jean-Claude Gollevin, un architecte, archéologue et ancien chercheur français, se spécialise désormais dans la reconstitution artistique des villes et des édifices antiques. À ce jour, il est l'auteur de plus de 800 dessins, dont 3 volumes sont consacrés à la reconstitution de l'Égypte ancienne. Ces œuvres, remarquablement détaillées, peuvent être consultées dans des ouvrages et des musées du monde entier. Notre équipe a été enchantée de sa collaboration avec Jean-Claude Gollevin pour la reconstitution de l'Égypte présente dans le jeu. Pour les 19 aquarelles exclusives qu'il a créées pour notre équipe, Jean-Claude Gollevin s'est appuyé sur des données scientifiques et a extrapolé une interprétation de divers lieux et monuments de l'Égypte ancienne. Ces ébauches et ces images finales ont ensuite servi de référence à notre équipe pour la création de l'univers d'Assassin's Creed Origins. Ouais, pas mal. Ouais, il y a un sacré boulot derrière quand même. Si l'on continue à étudier la riche culture religieuse et les monuments funéraires de l'Égypte ancienne, l'égyptologie moderne a évolué vers d'autres centres d'intérêt. Les égyptologues contemporains sont désormais plus soucieux d'étoffer et d'approfondir les connaissances que de mettre au jour des objets impressionnants. Jadis, l'essentiel du travail reposait sur des fouilles de terrain. Si l'on en pratique toujours, les égyptologues aujourd'hui fréquentent davantage les bibliothèques et les archives. De nos jours, l'archéologie égyptienne est une approche multidisciplinaire. Les égyptologues classiques sont soutenus par des chercheurs relevant d'horizons très divers et faisant appel à de nouvelles techniques non invasives. Les données GPS, l'imagerie satellite et le radar à pénétration de sol permettent aux archéologues d'évaluer ce qui se trouve sous la surface avant de commencer à creuser. Allez, c'est parti. Bienvenue dans le natron est un sel incolore que les Égyptiens utilisaient pour la conservation des aliments, la préparation de substances nettoyantes et la fabrication du verre. Il était également employé pour l'embaumement. Durant le rite d'embaumement, les prêtres recouvraient le corps de natron afin de l'assécher entièrement. Ce n'est qu'après cette phase de dessiccation que débutait l'enveloppement. Le natron était extrait dans la région de Wadi Natroun.
Les principales méthodes d'extraction étaient la découpe de blocs dans les lacs asséchés ou le ratissage d'eau saturée de minéraux lors des crues. Ces deux techniques sont toujours pratiquées et ont donné à notre équipe l'idée de reconstituer des mines situées au nord-ouest de Memphis. Ça passe très rapide. On va faire ça là, faune de l'Égypte ancienne. Bienvenue dans la faune de l'Égypte ancienne. Dès la première dynastie, les animaux domestiques et les bêtes sauvages figuraient sur les bas-reliefs. Si la diversité de la vie sauvage représentait une source de nourriture abondante, elle a aussi influencé la culture et la mythologie. Le territoire de l'Égypte abritait des animaux très variés, des panthères, des rhinocéros, des éléphants et de nombreuses espèces d'antilopes. Il y a des moments où on met plus de temps à se déplacer qu'à écouter les explications. Dans les mines, aux côtés des hippopotames et des crocodiles, vivaient de nombreuses espèces de poissons. L'hippopotame, il paraît que c'est hyper féroce et que c'est hyper rapide, encore pire que les crocodiles. Les berges étaient peuplées d'oiseaux très divers, des rapaces aux oiseaux aquatiques, en passant par les oiseaux chanteurs, tous représentés à l'aide de hiéroglyphes. Quant aux reptiles et aux insectes, tels que les cobras, scorpions et scarabées, ils ont grandement influencé l'art égyptien. Les cobras et compagnie, c'est encore moins mes copains. Ouais, t'as raison, c'est pas très copain-copain. Ça paraît pas... Enfin, quand tu le regardes, ça paraît très laconique. Enfin, ça bouge pas, ça a l'air tout pâteau, et puis bah, c'est large quand même, puis c'est costaud, hein, un hippopotame, mais il cache bien son jeu en fait. C'est comme un alligator, hein, ça court vite. Hein. En Louisiane, ils en attrapent dans les égouts des alligators. Oh, il y a Simba. Si tous les animaux avaient une signification sacrée, les lions symbolisaient le pouvoir et la royauté aux yeux des Égyptiens de l'Antiquité. Ils étaient tellement prisés par les pharaons qu'ils ont été chassés jusqu'à l'extinction. Eh ben, la flore maintenant. C'est parti. Bienvenue dans la flore Oh, de il est l'Égypte mignon. ancienne. Regardez-le, ce petit alligator. Le Ou un climat et la caïman. géographie du destin du Nil ont permis à de nombreuses variétés de plantes de se développer. Beaucoup étaient
consommés par les humains ou récoltés pour être vendus. La constante des saisons, rythmée par le Nil, a permis à l'Égypte d'assurer sa subsistance pendant des siècles. Coucou. Je ne bouge pas, hein. T'es gentil, toi. L'une des plantes les plus utiles était probablement le papyrus. Ce jonc de grande taille poussait en abondance en bordure du Nil. S'il est surtout connu comme ancêtre du papier, les Égyptiens l'utilisaient à beaucoup d'autres choses. Sandales et nattes. Des bateaux en papyrus ont été représentés sur des peintures et des bas-reliefs. Ils étaient utilisés lors de cérémonies rituelles. De nombreux arbres poussaient sur les bords du Nil. Les dattiers, les caroubiers, les tamaris. Le premier arbre fruitier à être cultivé fut le figuier, suivi du pommier, du grenadier et enfin de l'olivier à l'époque du Nouvel Empire. La culture de la mangue est apparue beaucoup plus tard, en provenance d'Asie. C'est un cas de Poker Face J ou c'est une erreur de Certains clavier? arbres étaient associés à une divinité, par exemple Horus et l'acacia. On a représenté les divinités Thoth et Séchat inscrits dans le règne d'un roi sur le trône d'un Persien. Le sycomore était lié à Isis ou Isis, c'est la déesse du rite de vie. Hiéroglyphe de l'Égypte ancienne. Je pense que ce sera le dernier. On a fait 12, c'est bien pour aujourd'hui. Et après, on va se faire un petit fresh start. Tranquille. Bienvenue dans les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. Les hiéroglyphes étaient employés comme écriture sacrée sur les édifices, les statues et les papyrus religieux. Les premiers symboles évoquant des hiéroglyphes furent trouvés sur des poteries remontant à 4000 ans avant notre ère. Cette forme stylisée de signes et de dessins fut la seule écriture utilisée tout au long de l'histoire pharaonique. Les Égyptiens considéraient les hiéroglyphes comme l'écriture des dieux. Ah bah oui, il explique bien. Et puis, alors dans celui-là, il n'y a pas, mais dans l'autre, sur la Grèce, Considérés comme une langue ardue, ils étaient destinés aux pharaons, aux nobles et aux prêtres, et réservés aux cérémonies, aux inscriptions des tombeaux et aux documents officiels. Comme très peu d'Égyptiens étaient capables de lire les hiéroglyphes anciens, cette langue était entourée d'une aura mythologique, même dans sa propre culture. en fait, dans celui sur la Grèce, il y a un petit questionnaire à la fin pour voir si on a bien compris. C'est sympa. Les hiéroglyphes nous offrent un aperçu de la culture égyptienne, non seulement par leur traduction, mais aussi par la structure des symboles eux-mêmes. On les trouvait sur les parois des tombeaux, sur les sarcophages, les statues et les poteries, et ils étaient inscrits avec soin sur d'innombrables papyrus. Dans de nombreux temples, les prêtres accomplissaient des rites quotidiens, et sur les murs étaient gravés des hiéroglyphes qui servaient pour des incantations. Sur les peintures des tombeaux, les hiéroglyphes sont accompagnés de formules à réciter. Ces mots étaient censés être des incantations permettant aux défunts de profiter des offrandes pour l'éternité.
Des incantations, des sorts et des offrandes étaient aussi écrits pour les vivants pour guérir les maladies et renforcer les remèdes. Le plus célèbre des documents de l'Égypte antique est le livre pour sortir au jour. Rédigé en hiéroglyphes et en hiératique, il décrit les incantations et les rites saints. Ces incantations avaient pour but d'assurer une transition en douceur de la vie à la mort et de permettre aux défunts d'éviter les périls de l'au-delà. C'est pas vraiment comme une évaluation, ce qui te donnait trois possibilités et tout, donc c'était juste pour vérifier que t'avais écouté, quoi. Même après déchiffrement, la lecture des hiéroglyphes demeure parfois complexe en raison de nombreux sens de lecture possibles. Selon l'orientation des signes, les hiéroglyphes peuvent être lus de gauche à droite à gauche, horizontalement ou verticalement, mais jamais de bas en haut. Comme ça, c'est possible. Tu trouves des traductions différentes. Pour comprendre le sens de lecture, il faut remarquer la direction à laquelle font face les signes figuratifs. Si un pictogramme regarde à droite, le lecteur doit commencer par la droite et lire en direction du symbole. Le texte en colonne des papyrus commence à droite, puis se lit de haut en bas pour chaque colonne. Il y a vraiment des règles particulières. Les textes figurant sur les parois des tombeaux sont structurés comme une page de bande dessinée. Le texte peut être placé devant, derrière ou au-dessus du personnage, et ces symboles regardent dans la même direction que le personnage. Autre indice, le nom d'un dieu ou les hiéroglyphes représentant un dieu ou un roi se trouvent toujours avant le texte descriptif. Comparé aux langues alphabétiques, les hiéroglyphes égyptiens comportent davantage de symboles. Confrontés à l'absence de voyelles, les Égyptiens ont inventé une catégorie de signes. Placés à la fin des mots, ces signes aident à en comprendre la signification. Par exemple, un dessin de lion fera référence à un lion, mais aussi au concept abstrait de lion, la notion de danger ou de puissance. Fallait être calé, quoi. Les hiéroglyphes du Moyen égyptien comptaient un peu plus de 700 signes. À la fin de l'époque gréco-romaine, il existait quelques 10 000 signes. L'égyptologue Sir Alan Gardiner a créé une liste classant les signes hiéroglyphiques courants et leurs variantes. Fallait un doctorat bac plus 50 pour au moins retenir tous les signes, quoi. Les langues de l'Égypte ancienne présentaient de nombreuses similarités avec des langues asiatiques et africaines. Elles ont évolué de manière similaire pour aboutir aux diverses formes écrites. Ces langues appartiennent au groupe chamito-sémitique. Il y a eu 5 évolutions de la langue égyptienne, disposant chacune de leur propre structure. On les appelle aujourd'hui vieil égyptien, moyen égyptien, néo-égyptien, démotique et copte. Le copte est la seule langue vivante permettant aux linguistes de définir la structure des voyelles et de pratiquer une distinction entre dialectes. Si j'ai bien compris, en fait, chaque signe pouvait être interprété différemment selon dans quel sens il était tourné et donc lu. Et au départ, il n'y avait que 700 signes et des siècles plus tard, il y en avait 10 000, quoi. En fait, chaque signe avait une variante. Si les systèmes hiéroglyphiques et hiératiques nous fournissent une idée de la structure et de l'écriture de l'Égyptien antique, sa prononciation fait encore l'objet de débats. Notre équipe a pris le parti d'utiliser une langue moderne en émaillant parfois les dialogues des personnages de mots égyptiens et grecs. La langue C'est parlée énorme, par quoi. le personnage d'arrière-plan est largement dérivée de la grammaire de l'égyptien de Sir Alan Gardiner. Afin de redonner vie à une langue morte, nous avons consulté des égyptologues et des coachs de dialogue pour établir des niveaux de langage différents et créer un jeu qui fasse honneur à la grande diversité du monde de l'Égypte antique. Et le boulot derrière de recherche et tout ça. Après l'arrivée d'Alexandre le Grand en Égypte et l'établissement de son règne, le grec devint la langue des autorités. L'incapacité à lire les hiéroglyphes agaçait la population grecque. Ce type de tension a justifié la création de documents tels que la pierre de rosée. Ben oui. C'est pour ça qu'il y avait très peu de gens qui les La propagation maîtrisaient. du christianisme a mis fin à la culture pharaonique
et a entraîné la destruction de ces monuments païens. C'est aussi la fin de l'usage et de la compréhension de l'écriture hiéroglyphique.